Bonsoir, bienvenue sur la chaîne RIC. Ce soir, un voyage particulier nous attend. Nous retournerons à l'adorable et imposant moulin à vent historique qui veille sur la petite ville côtière de Skara. Mais pour cette troisième visite, un détail a changé. Nous ne sommes plus en Angleterre, mais quelque part le long de la côte belge de la mer du Nord, là où le ciel immense épouse les douces courbes des polders et où l'air sent le sel, la terre humide et la frite fraîche lointaine. Ici, dans ce moulin transformé en nid douillet, nous allons passer le jour de l'an avec Lot et son chat, Moustache. Alors que Lot se détend dans son appartement, bercée par les gémissements familiers du vent dans la charpente, elle laisse son esprit vagabonder, réfléchissant à l'excitation douce et au potentiel infini d'une brillante nouvelle année qui se déploie devant elle, vierge comme les grandes plages de sable à marée basse. Si vous n'avez pas encore entendu les deux autres histoires de cette série, ne vous inquiétez pas. Chaque récit est une bulle de quiétude indépendante. Vous pourrez profiter pleinement de celui de ce soir. Et demain, pour ceux qui aiment les longues évasions, nous diffuserons les 3 parties réunies en un seul épisode de longue durée, ici même sur le flux premium, afin que vous puissiez vous immerger dans l'univers de Lot de manière continue. Mais pour l'instant, laissons le futur de côté. Concentrons-nous sur l'instant présent, sur votre instant présent. Trouvez une position qui vous semble parfaitement confortable, que vous soyez allongé sur le dos, sur le côté, ou enfoui sous une douce couverture. Laissez votre corps s'alourdir, s'enfoncer dans le matelas ou les coussins qui le supportent. Maintenant, portez doucement votre attention sur votre respiration. Ne cherchez pas à la changer, à la contrôler. Observez-la simplement, avec l'innocence d'un enfant qui découvre un phénomène naturel. Remarquez son rythme, son flux et son reflux. Est-elle rapide, lente, profonde, superficielle? Sans jugement, soyez simplement curieux. Portez maintenant une attention plus fine au son discret que produit votre souffle. Le léger sifflement de l'air qui entre par vos narines, le soupir plus chaud à l'expiration. Pouvez-vous localiser le point précis, à l'entrée de vos narines ou au fond de votre gorge, où ces sons prennent naissance? Fixez votre attention sur ce point, comme une petite encre. Suivez le trajet de l'air frais qui entre et le trajet de l'air tiède qui ressort. Entrez et sortez. Maintenant, apportons un peu de conscience à certaines parties de votre corps, toujours avec cette douce curiosité. Commençons par vos épaules. Sentez leur poids, puis, très lentement, amenez-les vers vos oreilles, comme si vous vouliez les y toucher. Serrez les muscles de votre cou et de vos épaules. Maintenez cette tension pendant 3 secondes, 2, 1, et relâchez d'un coup, en expirant profondément. Observez la vague de relâchement qui les traverse, la sensation de lourdeur et de chaleur qui s'y installe. Elles tombent, se détendent, s'abandonnent à la gravité. Passons à vos mains. Serrez vos poings très fort, comme si vous vouliez y garder précieusement quelque chose. Sentez la tension dans vos doigts, vos paumes, vos avant-bras. Et maintenant, ouvrez les mains d'un coup, doigts écartés. Remarquez la sensation de fourmillement, de flux, de libération. Il n'y a rien à tenir, rien à retenir. Et enfin, vos pieds. Recroquevillez vos orteils avec toute votre force, en crispant aussi la voûte plantaire.
Maintenez et relâchez complètement. Sentez l'espace qui se recrée dans vos chaussures imaginaires, la détente qui remonte le long de vos mollets. Il n'y a plus rien à faire. Plus d'efforts. Vous pouvez laisser votre corps entier devenir lourd, mou, parfaitement supporté. Votre esprit peut maintenant se déposer, se calmer et simplement écouter, tandis que nous nous transportons doucement vers Skara, en Belgique, sur la côte nord. C'est là, dans la tour d'un vieux moulin à vent, que nous retrouvons Lot et son compagnon silencieux aux yeux verts. Lot et Moustache vivaient dans l'appartement à l'étage d'un moulin à vent du XVIIIe siècle en briques jaunes de la région, un géant paisible aux épaules larges qui dominait de toute sa hauteur les toits d'ardoise de Skara. Ses 4 grandes ailes, immobiles en cette saison mais toujours imposantes, se découpaient contre le ciel d'hiver comme les croix d'une immense éolienne silencieuse, dessinant des ombres mouvantes sur la façade. De près, on pouvait voir les détails du temps, le lierre qui grimpait jusqu'à mi-hauteur, les briques patinées par les embruns et les pluies, les petites fenêtres asymétriques comme des yeux clignotants. Lot avait le sentiment étrange et réconfortant d'habiter non pas une simple maison, mais un être vivant, un gardien de pierre qui avait vu défiler les saisons, les navires et les générations de Skarois. Elle s'y était installée au cœur de l'automne précédent, poussée par un élan qui tenait du coup de cœur et du besoin de renouveau. Venant d'une ville de l'intérieur, elle avait été ensorcelée par la lumière si particulière de la côte, cette lumière liquide et changeante qui enveloppait tout d'une douce mélancolie et d'une clarté cristalline. Acheter le moulin avait été un pari fou, un projet qui avait occupé tous ses week-ends et toutes ses économies pendant des mois. Elle avait tout fait elle-même, ou presque. Elle se souvenait des premiers jours, du froid humide qui semblait suinter des murs, de la poussière séculaire qui volait en nuages épais, des découvertes improbables, un vieux journal de moulinier datant de 1892 glissé entre 2 poutres, un nid d'oiseau parfaitement préservé dans un conduit, une pièce de monnaie usée du temps des Pays-Bas espagnols. Peu à peu, elle avait redonné vie au lieu. Elle avait nettoyé, poncé, repeint, avec un respect profond pour l'âme des matériaux. Elle n'avait pas voulu en faire un musée, mais une maison. Elle avait donc mêlé avec audace et sensibilité les éléments d'origine aux touches contemporaines. Les sols en carreaux de ciment ancien, aux motifs géométriques bleus et blancs, brillaient maintenant d'une patine douce. Les poutres de chêne massif, noircies par les siècles, avaient été simplement dépoussiérées et légèrement guilées, révélant leur nervure et leurs nœuds. Contre ces murs épais et ces structures rustiques, elle avait placé un canapé profond en velours côtelé vers bouteille qui invitait à s'y enfoncer pour des heures de lecture, une table basse en verre et acier qui reflétait la lumière, des lampes design aux formes organiques. Et partout, ses trésors personnels, une collection de vieux fers à gaufres en fonte accrochés au mur de la cuisine, des aquarelles de paysages marins réalisées par une artiste de Knock, des céramiques aux émaux profonds ramenées d'un atelier près de Dinan, des piles de livres en français, en néerlandais et en anglais qui débordaient des étagères faites sur mesure. En arrangeant chaque objet, Lot avait inconsciemment tissé sa propre histoire à celle du bâtiment, créant un dialogue entre le passé artisanal du moulin et sa vie d'aujourd'hui, faite de curiosité, de confort et d'amour pour les belles choses simples. Moustache,
un chartreux imposant au pelage gris-bleu et aux yeux couleur cuivre ancien, avait supervisé l'ensemble des travaux depuis son panier d'osier, avant de procéder à une inspection approfondie de chaque recoin une fois les ouvriers partis. Il avait rapidement établi son royaume avec une sérénité toute monarchique. Son territoire s'étendait sans contestation à l'ensemble des 60 mètres carrés de l'appartement. Plusieurs trônes avaient été désignés. En premier lieu, le tapis de bain épais couleur spéculoos, cette teinte chaude entre le caramel et la cannelle, placé sur le carrelage frais de la salle de bain. Il s'y prélassait des heures, enroulé sur lui-même comme un gros chignon de fourrure, surtout après le bain de l'hôte, attiré par la chaleur résiduelle et l'humidité. Sa chambre à coucher préférée était, sans aucun doute, celle de l'hôte. Les matins ensoleillés, il se hissait sur le large rebord de la fenêtre orientée sud-est, s'y étalant comme un phoque sur un rocher, jusqu'à ce que son pelage soit tiède et imprégné de lumière. Puis, satisfait, il sautait sur le grand lit recouvert d'une couverture en laine jacquard flamande, un héritage familial aux motifs complexes de bleu, de blanc cassé et de fils d'argent. Il y creusait un nid, tournant sur lui-même plusieurs fois avant de s'effondrer en un cercle parfait, souvent pile sur l'oreiller que l'hôte venait de Border. « Je crois bien que c'est ton moulin, à toi, » lui disait-elle souvent en le grattant sous le menton. « Je ne suis que la locataire. On devrait carrément mettre une plaque, T. Catherine Molène, propriété privée de Monsieur Moustache. » L'animal répondait alors par un clignement lent et dédaigneux de ses paupières lourdes. En bas, dans la partie vide de l'appartement, Moustache avait aussi ses habitudes. La cuisine, avec ses murs carrelés de blanc et ses plans de travail en chêne foncé, était le théâtre de ses suppliques les plus dramatiques. Son bol en grès bleu d'Andenne, avec son petit motif de pois blanc, trônait à un endroit précis, près de la porte de la buanderie. Aux heures convenues, et souvent bien avant, il s'y installait, le dos droit, la queue enveloppant ses pattes avec une élégance princière. Son regard ambré, d'une intensité presque hypnotique, ne quittait pas l'hôte. Si celle-ci avait l'audace de feindre l'ignorance, il émettait un miaou, profond, grave, qui semblait venir du plus profond de son être et qui résonnait étrangement dans la tour cylindrique. Un deuxième, plus pressant. Au troisième, il était généralement exaucé. Le bruit sec des croquettes qui tombaient dans la céramique était le signal de la trêve. Il mangeait avec une lenteur méthodique, mâchant chaque bouchée, avant de se lécher longuement les babines et de partir, d'un pas nonchalant, vers son lieu de sieste postprandiale. Ce lieu variait. Parfois, c'était le canapé vert, où il s'étalait en travers des deux places, une patte posée sur son front comme un mélancolique héros de roman. D'autres fois, il préférait le fauteuil en rotin près de la bibliothèque, ou même le paillasson d'entrée, surtout si une paire de bottes ou le sac en toile de Bruges de l'hôte traînait à proximité. Il avait un faible inexplicable pour ses objets personnels et se couchait systématiquement à côté, une patte possessive posée dessus, comme pour les marquer de son sceau. Mais depuis la mi-décembre, un nouveau lieu saint était apparu dans son panthéon personnel. Dans le salon, exactement en face du canapé, se dressait le sapin de Noël. L'hôte l'avait choisi elle-même sur le petit marché installé sur la grande place de Liège,
lors d'un week-end de l'Avent passé avec une amie. Il n'était pas gigantesque quand la taille de la pièce l'interdisait, mais il était parfaitement proportionné, avec des branches souples et bien fournies d'un verre profond. L'étoile à son sommet était un morceau de cristal du Val-Saint-Lambert taillé en forme d'étoile de mer, qui capturait et dispersait la lumière en 1000 petits prismes. Lot avait passé une soirée entière à le décorer, une tasse de vin chaud aux épices à la main. Elle avait enroulé des guirlandes lumineuses blanches et chaudes qui brillaient comme des lucioles, entremêlées de rubans de satin aux couleurs du drapeau belge. Les boules étaient un mélange délicat, des sphères en verre soufflé rouge sang de bœuf et bleu cobalt achetées à un souffleur de verre de la côte, des décorations en dentelle de Bruges blanche et fragiles comme de la toile d'araignée, des petits anges en bois sculptés venant des Ardennes, et des souvenirs de famille. Et parmi eux, sa préférée, un petit mannequin pie en porcelaine fine de tournée, haut comme un pouce, que son frère Joris, installé à Bruxelles, lui avait envoyé avec cette note, pour que l'esprit bruxellois, et un peu espiègle, veille sur ton moulin flamand. Elle l'avait habillé pour l'occasion d'un minuscule manteau et d'un bonnet de Père Noël en feutrine. Moustache avait observé l'érection de cet arbre avec un intérêt scientifique. Très vite, il avait découvert que l'espace sous ses branches les plus basses, dissimulé par la jupe en toile de jute, formait une grotte secrète et parfumée, idéale pour les siestes discrètes. Et les boules étaient fascinantes. Leurs reflets mouvants, leur léger balancement au moindre courant d'air, leur surface lisse et fraîche. C'était irrésistible. Quand il n'était pas endormi à son pied, il se postait à côté et donnait de légères tapes du bout de sa patte, faisant osciller les ornements les plus accessibles. Un jeu silencieux et infini. Chaque matin, alors que Lot attendait que son café coule dans la cafetière, elle faisait le tour de l'arbre pour ramasser les 2 ou 3 boules qui avaient roulé au sol pendant la nuit, souriant devant cette routine. C'était devenu un rituel de l'Avent à part entière. Et c'était précisément ce qu'elle faisait en ce matin du 1er janvier. Lot, vêtu d'un pyjama en lindou de couleur gris perle, les cheveux en désordre, parcourait le salon du regard. La lumière de l'aube, grise et laiteuse, filtrait à travers les fenêtres. L'air sentait encore vaguement la cire de bougie et le pain. Elle repéra rapidement une boule échappée, non pas sous le canapé, mais juste à la lisière de la jupe de l'arbre. Elle s'agenouilla sur le tapis au motif Art Nouveau, une copie d'un motif de Victor Horta, et se pencha. C'était la boule coquillage Saint-Jacques, fragile souvenir d'un chemin de Compostelle parcouru des années plus tôt. Elle la ramassa délicatement, du revers de sa manche, et la suspendit à nouveau à une branche solide, près d'un petit angelot de bois. Au même moment, un son grave et sans équivoque retentit depuis la cuisine. Un miaou. C'était moins une demande qu'une déclaration. Lot se releva et vit Moustache, assis comme une statue égyptienne devant son bol bleu. Son regard cuivré était fixé sur elle, chargé d'une attente impérieuse. « Je sais, Majesté », murmura-t-elle en souriant. « La cour est en retard. » Elle alla le servir, écoutant le crépitement satisfaisant des croquettes qui emplissaient le bol. Moustache l'en remercia d'un nouveau miaulement, plus doux celui-là, avant de plonger son museau dans son festin. Lot, quant à elle,
se dirigea vers la petite cuisine et prépara son premier café de l'année. Elle utilisa sa cafetière à piston en verre épais, avec du café moulu, café belga, un mélange côte, un assemblage corsé et légèrement chocolaté. Pendant que l'eau frémissante infusait avec les grains, elle s'appuya contre le plan de travail, écoutant. Dehors, le vent s'était levé avec l'aube. C'était un vent du nord-est, vif et salin, qui venait de la mer et balayait la plaine côtière sans rencontrer d'obstacles. Il frappait de plein fouet la tour du moulin, s'engouffrait dans les mécanismes des ailes immobilisées, faisait vibrer les lattes de bois et les cordages. Cela produisait toute une symphonie de gémissements, de grincements et de claquements étouffés. Quand Lot avait emménagé, ces bruits nocturnes l'avaient tenu éveillé, lui évoquant des fantômes ou des structurels qui allaient céder. Maintenant, elle les connaissait tous. Le grincement aigu de la girouette en forme de coque, le claquement sourd d'un volet mal fixé au niveau inférieur, le long soupir qui traversait la charpente comme le souffle même du bâtiment. Ces sons étaient devenus la respiration de sa maison, une berceuse constante qui la rassurait. Il lui rappelait qu'elle habitait un être vivant, ancien et fort, ancré dans ce paysage depuis bien avant elle. Elle versa l'eau bouillante sur le café, remit le couvercle et attendit 4 minutes précises, comme un rituel. Puis elle pressa le piston avec une lente fermeté et se servit une grande tasse dans un mug en grès épais de la poterie locale. Elle y ajouta juste un nuage de lait. Puis elle retourna au salon et s'enfuit dans le canapé, ramenant ses pieds sous elle. La première gorgée était un événement. Le café était brûlant, puissant, légèrement amer avec une finale douce. Elle sentit la chaleur se diffuser dans sa poitrine, puis dans tout son corps, chassant les derniers vestiges de la nuit. Elle avait fêté le nouvel an avec des amis, d'autres transplantés, comme elle et quelques Belges curieux, à la brasserie de Vierchard, sur la grande place de Skara. Ils avaient mangé des croquettes aux crevettes grises croustillantes, du waterzooi de poulet réconfortant, et trinqué à minuit avec des flûtes de cava, faute de champagne belge, et des verres de bière triple dorée et fruitée. Les rires avaient fusé, les discussions sur les projets de l'année, les souvenirs partagés. Elle était rentrée tard, les joues rougies par le vent et la joie, pour trouver Moustache endormi sur le lit, lui faisant la leçon par son absence à la porte. Elle se sentait légèrement embrumée, mais d'une bonne fatigue, celle qui suit une célébration sincère. Et surtout, elle était emplie de ce sentiment unique au 1er janvier, un mélange de nostalgie douce pour l'année écoulée et d'excitation pure pour l'étendue vierge qui s'ouvrait. Noël dans le moulin avait été magique, intime, parfumé aux biscuits aux épices et aux oranges clouées de girofle. Mais maintenant, c'était différent. C'était le moment du grand nettoyage, du recentrage. Le moment où l'on range les guirlandes et où l'on sort les nouveaux carnets. Elle avait hâte de tourner la page, de faire de la place, de planter les graines discrètes des projets à venir. Et cette année, cette sensation était décuplée par le cadre. Elle était ici, dans son propre moulin, dans ce pays qu'elle avait choisi, avec une vie à construire sur cette terre de vent et de marée. L'idée était vertigineuse et délicieusement stimulante. Elle finit sa tasse, sentant la caféine lui redonner un élan d'énergie claire. Elle se leva, s'étira longuement,
les bras tendus vers les poutres du plafond, la colonne vertébrale craquant doucement. Elle déposa la tasse vide dans l'évier, contemplant un instant le jardin encore endormi par la fenêtre de la cuisine, puis monta l'escalier en colimaçon qui menait à la salle de bain et à la chambre. La salle de bain, sous la toiture, était sa petite oasis. Elle y fit couler un bain dans la vieille baignoire sur pied en fonte émaillée, un modèle retrouvé dans une brocante et restauré avec soin. Pendant que l'eau chaude emplissait la pièce de vapeur, elle choisit une huile de bain aux senteurs de myrtille des Ardennes et de sapin, un cadeau de Noël. Quelques gouttes suffirent à transformer l'eau en un bain laiteux et parfumé, évoquant les sous-bois profonds et les landes. Elle éteignit la lumière principale, ne laissant allumer qu'une petite veilleuse en forme de coquillage, et entra dans l'eau avec un soupir de béatitude. La chaleur était presque brûlante au premier contact, puis enveloppante, parfaite. Elle se laissa glisser jusqu'à ce que l'eau lui arrive aux épaules, puis ferma les yeux. Les sons s'estompèrent, remplacés par le léger clapotis et les battements sourds de son propre cœur dans ses oreilles. Elle plongea sa tête sous l'eau, restant quelques secondes dans le silence absolu, le monde extérieur aboli. Quand elle ressortit, haletante et le visage ruisselant, elle se sentait déjà plus légère, comme lavée de l'intérieur. Elle lava ses cheveux avec un shampoing doux, puis appliqua un masque capillaire nourrissant qu'elle laissa poser. Alors, adossée à la paroi arrondie de la baignoire, elle laissa ses pensées s'organiser pour la journée. Son rituel du 1er janvier était immuable, une série d'étapes qui marquaient symboliquement le passage. Premièrement, ranger Noël. Pas à la hâte, mais avec gratitude et soin, en remerciant chaque décoration pour la joie apportée. Deuxièmement, le grand nettoyage. Pas un ménage de fond, mais une aération, un dépoussiérage, un réagencement peut-être. Donner à l'espace une sensation de fraîcheur et de légèreté. Troisièmement, les intentions. Elle ne disait plus que résolution, ce mot qui sentait l'échec et la culpabilité. Non, elle écrivait ses intentions, des directions, des envies pour l'année à venir, sans pression. Et cette année, elle avait ajouté une 4e étape, une nouveauté, une longue marche jusqu'à son lieu de contemplation, un endroit qu'elle avait découvert à l'automne et qui lui semblait être le cœur battant du paysage qui l'entourait. Elle n'irait pas à la plage aujourd'hui, le vent y serait trop violent, trop éparpillant. Elle irait vers l'intérieur des terres, vers les zones humides, là où le calme était plus profond, plus ancré. Rincée, régénérée, elle sortit du bain et s'enveloppa dans un immense peignoir en éponge turquoise épaisse et douce. La vapeur avait embrumé le grand miroir au cadre de bois sculpté. Elle l'essuya d'un geste de la main et s'y regarda. Son visage était rosé, détendu. Ses yeux, un peu cernés, brillaient d'une lueur calme et vive. Ses cheveux, encore humides, étaient plus foncés, épousant les contours de son visage. Elle appliqua une crème hydratante parfumée à la vanille de Madagascar, savourant la sensation onctueuse sur sa peau. Elle se sentait neuve, lavée des fatigues de l'année passée, des excès des fêtes, prête à accueillir le premier jour. Après s'être séché les cheveux, elle s'habilla avec un soin particulier, choisissant des vêtements qui étaient à la fois chauds, confortables et qui lui plaisaient, un jean droit, des leggings en laine fine en dessous,
plusieurs couches de top technique, et par-dessus, un chandail en grosse maille tricotée main qu'elle avait acheté à une vieille dame sur le marché de Noël de Bruges. Puis vint la couche extérieure, son manteau d'hiver longue coupe en laine mélangée, de couleur rouge brabançon, profond, qui lui arrivait aux genoux et se fermait par de gros boutons en corne. Elle noua autour de son cou une longue écharpe en cachemire chiné, et enfonça sur sa tête un bonnet en laine mérinos tricoté à la main, acheté à un artisan de Poperinghe, la ville du houblon. Elle enfila ses bottines fourrées en cuir marron, vérifia qu'elle avait ses gants en polaire dans les poches, et son sac à dos contenant l'essentiel, un carnet, un stylo, un petit thermos, un fruit. Avant de partir, elle s'approcha de Moustache. Il s'était installé dans le panier en osier près du poêle à pellets, un lieu stratégique pour capter la chaleur diffuse. Il ouvrit un œil, l'observa avec indifférence. « Je reviens, mon gros. Garde bien la maison, » murmura-t-elle en lui caressant rapidement le sommet du crâne. Il répondit par un ronronnement sourd avant de refermer les paupières. Dehors, le vent la saisit avec une vigueur qui la fit presque chanceler. Elle rit, se cramponna à la rambarde de l'escalier extérieur en bois. L'air était d'un froid sec et tranchant, chargé de l'iode et du sel de la mer toute proche, mais aussi d'une odeur de terre humide, de fumée de cheminée et de pain grillé lointain. Elle inspira à plein poumon, sentant le froid lui picorer les poumons, et se mit en marche. Au lieu de descendre vers la digue et l'étendue sauvage de la plage, elle tourna le dos à la mer et s'engagea dans la Visserstraat, la rue des pêcheurs. C'était une venelle pavée étroite, bordée de maisons basses aux façades étroites, peintes en jaune pâle, vert menthe, bleu de Delft ou rouge brique. Certaines dataient du XVIIe siècle, avec des pignons à gradins caractéristiques. Les volets étaient encore fermés sur certaines, sur d'autres entr'ouverts, laissant voir des intérieurs chaleureux. Elle passa devant la vitrine du café, Thé en Caire, le plus ancien de la ville. À travers la buée, elle aperçut des silhouettes attablées pour le premier café de l'année et entendit le son étouffé d'une radio diffusant un air classique. Un peu plus loin, Monsieur Van der Steen, un vieux marin à la barbe blanche et au visage buriné, était sur son perron, en train de lancer des miettes de pain aux mouettes qui tournoyaient avec des cris aigus. Il leva une main en la voyant. « Je lui kick Gneujar, Lot, lança-t-il de sa voix rauque. Je lui kick Gneujar, menez Van der Steen, répondit-elle avec un large sourire, en continuant son chemin. Elle quitta peu à peu le centre compact de la ville pour emprunter le Diekweg, le chemin de la digue. En réalité, c'était un chemin de halage surélevé qui longeait un petit canal de drainage, el Iserlekanal, serpentant à travers les polders. L'eau était d'un gris d'acier, par endroits prise par une fine couche de glace qui formait des plaques opaques et fragiles, pareilles à des vitres givrées sur un monde obscur. Des touffes de roseaux phragmites, hautes et sèches, bruissaient de chaque côté, leurs plumets beige agités par le vent en un murmure continu et apaisant. Le ciel était immense ici, un dôme de nuages bas et mouvants, strié de bandes de lumière pâle. L'horizon était si lointain, si plat, qu'on avait l'impression de pouvoir voir la courbure de la terre. Lot marchait d'un bon pas, le vent dans le dos maintenant,
ce qui facilitait la progression. Ses bottines crissaient sur le gravier du chemin. Elle croisa quelques cyclistes courageux, emmitouflés jusqu'aux yeux, qui lui souhaitèrent une bonne année d'un signe de tête. Elle respirait profondément, sentant l'air froid nettoyer ses pensées, laissant derrière elle les derniers relents de la fête et les soucis ordinaires. Elle se sentait légère, libre et incroyablement vivante. Après une bonne demi-heure de marche, le paysage changea légèrement. Les parcelles agricoles bien ordonnées firent place à une zone plus sauvage, protégée, la réserve naturelle du Polder Tezuinek. C'était une vaste étendue de prés salés et de marais d'eau douce, un écosystème unique où l'eau de mer et l'eau douce se mêlaient lors des grandes marées. Des canaux sinueux découpaient la terre en une mosaïque d'îlots couverts d'herbes rousses, de salicornes aux teintes pourpres et de plaques de sable blond. L'air était différent ici, plus humide, chargé d'une odeur de tourbe, de vase et de vie végétale en sommeil. Et là, au bord d'un plus large plan d'eau, se dressait son but, la 8 kick-post de Blovregé, le poste d'observation du héron bleu. C'était une construction simple en bois de chêne patiné par les intempéries, posée sur des pilotis au bord de l'eau. Un petit toit de chaume la protégeait des éléments et une courte échelle en rondin permettait d'y accéder. Elle y monta, les marches craquant sous son poids. À l'intérieur, c'était spartiate, un banc de bois fixé au mur, une petite tablette coulissante pour poser des jumelles ou un carnet, et une ouverture frontale large, sans vitre, offrant une vue panoramique à 180 degrés. Lot s'assit sur le banc, le dos contre le mur encore tiédi par un rare rayon de soleil. Elle posa son sac à dos à côté d'elle. La vue était à couper le souffle, d'une beauté sauvage et mélancolique qui la remplissait toujours d'un sentiment de paix profonde. Devant elle s'étendaient les marais à perte de vue, un patchwork aux couleurs de l'hiver, l'ocre des herbes mortes, le gris argenté de l'eau, le brun tourbeux de la terre nue, le vert pâle et persistant des plantes halophiles. Des dizaines, des centaines d'oiseaux d'eau y vaquaient. Des bernaches cravant noirs et blanches broutaient en troupeaux compacts, leurs cris nasillards montant par bouffées. De grands hérons cendrés, immobiles comme des statues, guettaient le poisson dans les canaux. Des vanneaux huppés volaient en formation tournoyante, leurs ailes émettant un sifflement particulier. Plus loin, près de l'horizon, on devinait la mince ligne argentée de la mer du Nord et la silhouette massive de la digue de Skara qui la contenait. Le vent, ici, était atténué par la configuration des lieux. Il ne restait qu'une brise fraîche qui apportait les cris des oiseaux et le bruissement lointain des roseaux. Lot resta un long moment immobile, à simplement absorber le spectacle. Elle sentit les tensions accumulées dans ses épaules, dans sa nuque, se dissoudre complètement. Ici, le temps semblait suivre un autre rythme, plus ancien, dicté par les marées, les migrations, le cycle des saisons. C'était un rappel salutaire de la petitesse de ses propres soucis et de l'immensité du monde. Elle ouvrit enfin son sac à dos et en sortit 2 objets. Le premier était un thermos en inox classique. Elle dévissa le bouchon qui servait de tasse et le remplit d'un liquide épais et fumant. Une vapeur aromatique s'enleva immédiatement. C'était du chocolat chaud à la flamande, qu'elle avait préparé le matin même avec du vrai chocolat noir à 70% de cacao, du lait entier, un peu de crème fraîche,
une pincée de cannelle et un bâton de vanille fendue. La première gorgée était un événement onctueux, riche, légèrement amer puis doux, réchauffant instantanément l'estomac et l'âme. Le second objet était un carnet relié en cuir souple, de format A5, qu'elle utilisait comme journal et carnet de croquis. Elle l'ouvrit à une page vierge. En haut, elle écrivit à l'encre bleue, 1er janvier, intention pour l'an nouveau. Et elle se mit à écrire. Non pas une liste rigide et intimidante, mais des phrases, des souhaits, des directions. Elle écrivait lentement, en savourant son chocolat, en levant souvent les yeux vers les marais. Apprendre à faire du vélo sans trembler sur les pistes du polder. Peut-être prendre quelques leçons avec le groupe de débutants de la ville. À lire au moins un livre entier en néerlandais. Peut-être Le chagrin des Belges de Hugo Claus, avec un dictionnaire à portée de main. Retrouver le plaisir de peindre à l'aquarelle. Commencer par des croquis des marais, de leurs couleurs changeantes. Explorer les Ardennes en toute saison. Voir les jonquilles au printemps à l'abbaye de Stavelot. Marcher dans les forêts rouillées de l'automne à Bouillon. Inviter mes voisins du moulin à prendre un café ou un thé. Apprendre à connaître leurs histoires, l'histoire de ce bâtiment. Cuisiner plus souvent avec des produits locaux. Découvrir le marché aux poissons de Zeebrugge, la fromagerie de l'hôpital à Bruges. Être plus patiente avec moi-même. Accepter que certaines journées soient grises et lentes, comme le temps sur la côte. Cultiver des herbes aromatiques sur le petit balcon. Du thym, du romarin, de la ciboulette. Écrire plus régulièrement à ma famille, leur raconter ma vie ici. Leur envoyer des cartes postales des marais. À marcher jusqu'ici, à ce poste d'observation, au moins une fois par saison. Voir comment le paysage se transforme. La liste s'allongea, mêlant le concret et le rêve, le pratique et le poétique. Elle n'y mit pas de date limite, pas d'objectif chiffré. C'était une carte au trésor personnel dont elle dessinait les contours. Écrire ces choses les rendait réelles, mais légères. C'était une promesse envers elle-même, pas un contrat. Elle but la dernière gorgée de son chocolat, maintenant tiède, et referma son carnet. Elle resta encore un moment, à regarder un grand héron prendre son envol, ses ailes larges battant l'air avec lenteur et puissance. Le soleil, invisible derrière la couche nuageuse, commençait à décliner, teintant l'ouest d'une lueur nacrée. Le retour vers la ville se fit dans la douce lumière bleutée de la fin d'après-midi. Elle marchait plus lentement, savourant la dernière partie de sa promenade. En traversant à nouveau la Grand Place, son attention fut attirée par la vitrine de la boulangerie-pâtisserie de Smet, une institution familiale tenue par la même famille depuis 3 générations. Une délicieuse odeur de pain chaud et de sucre caramélisé s'en échappait. Elle poussa la porte, faisant tinter une petite cloche. L'intérieur était un délice pour les sens. Des murs couverts de carrelage blanc, des étagères en bois chargées de pain aux formes variées, et des vitrines éblouissantes de pâtisserie. Madame de Smet, une femme d'un certain âge aux joues roses et aux yeux malicieux, était derrière le comptoir. « Ah, Lot, je Lucky Gneujar. Une bonne promenade ?» dit-elle en lissant son tablier fariné. « Très bonne,
Merci. Et à vous aussi, Madame de Smet. Lot choisit un pain de campagne encore tiède, à la croûte craquante, et, cédant à la tentation, 2 couques au raisin, moelleuses et brillantes de sucre. Pour bien commencer l'année, commenta la boulangère avec un clin d'œil en les emballant dans du papier cristal. Quand Lot repoussa enfin la lourde porte en chêne de son moulin, une vague de chaleur familière et silencieuse l'accueillit, contrastant avec le froid vif de l'extérieur. Elle était immédiatement enveloppée par le parfum doux amer du café du matin, de la cire d'abeille et du bois vieilli. Un froissement de papier. Moustache, réveillée par son retour, ou par l'odeur alléchante du pain, surgit de derrière le canapé et se frotta contre ses jambes en ronronnant bruyamment, sa queue dressée en point d'interrogation. « Me voilà, mon roi. Tu as bien gardé le château ?» murmura-t-elle en posant son paquet pour le caresser brièvement derrière les oreilles, là où il aimait ça. Elle enleva ses couches extérieures, les suspendit soigneusement, et se sentit soudain envahie par une bonne fatigue, saine et méritée, celle qui vient d'une longue marche dans l'air vivifiant. La lumière du jour baissait rapidement, jetant de longues ombres bleutées dans l'appartement. Elle décida de créer une atmosphère intime. Elle alluma plusieurs bougies parfumées placées dans des photophores en verre, une à la vanille de Madagascar, une autre au cèdre et bergamote, une dernière aux épices douces. De petites flammes dansantes naquirent, projetant des lueurs mouvantes sur les murs de briques et les poutres sombres. Elle mit en sourdine une playlist de jazz manouche belge aux les accords chaleureux de Django Reinhardt et Stochelo Rosenberg, qui s'échappa doucement des haut-parleurs. Puis, avec le sérieux tranquille d'une prêtresse accomplissant un rite, elle commença la première tâche de sa liste, ranger Noël. Elle sortit du grand coffre en bois au fond de la chambre les boîtes et les housses de protection. Elle s'agenouilla devant le sapin et commença par le haut, enlevant délicatement l'étoile de mer en cristal. Elle l'essuya avec un chiffon microfibre avant de l'envelopper dans du papier de soie et de la placer dans son écrin en mousse. Puis vinrent les boules, une par une. Chacune était inspectée, essuyée si besoin, et replacée dans son alvéole individuel. La boule coquillage, le mannequin-pie, qu'elle enveloppa avec une attention particulière, les anges en bois, les décorations en dentelle. C'était un processus lent, méditatif. Elle remerciait mentalement chaque objet pour la beauté et la joie qu'il avait apporté pendant les fêtes. Les guirlandes lumineuses furent soigneusement démêlées et enroulées autour des cartons prévus à cet effet. Enfin, elle retira la jupe en toile de jute, révélant le pied métallique du sapin. Le démontage de l'arbre lui-même fut rapide. Les branches articulées furent repliées les unes après les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tronc central mince, qui fut rangé dans son étui. Une fois le sapin évacué, la ville organisait une collecte pour le compost le lendemain. L'appartement sembla soudain plus vaste, plus calme, plus aéré. L'espace respirant à nouveau, prêt à accueillir le chapitre suivant. Seule une touche de couleur vive persistait, une magnifique azalée d'intérieur aux fleurs d'un rose fuchsia éclatant, un cadeau de sa collègue Elka. Lot l'avait placée sur le rebord de la grande fenêtre de la cuisine, où elle captait le peu de lumière hivernale. Ses pétales satinés étaient une déclaration de vie et de beauté contre la sobriété retrouvée de la pièce. Pour le dîner,
Lot opta pour un plateau simple, rustique et parfaitement réconfortant. Elle coupa de grosses tranches du pain de Smet encore tiède, qu'elle beurra généreusement avec du beurre salé déchiré. Elle y ajouta des lamelles de fromage, pas sandales, crémeux et doux, quelques cornichons aigre-doux et pickles, et une pomme jaune à gorge bien croquante. Elle s'installa sur le canapé, un plaid en laine sur les genoux, et mangea lentement, savourant chaque bouchée, écoutant la musique et regardant les bougies danser. Moustache, après avoir terminé son propre repas, il avait reçu une petite portion supplémentaire en guise de friandise du Nouvel An, vint s'allonger à côté d'elle, se léchant les babines avec satisfaction avant de commencer sa longue toilette. La nuit était tombée, noire et dense derrière les fenêtres. La pièce n'était éclairée que par les photophores et la lueur douce d'une lampe de sel de l'Himalaya posée sur une étagère, qui diffusait une lumière orangée apaisante. L'atmosphère était devenue intime, presque sacrée. Lot reprit son carnet d'intentions et le relut à la lueur des bougies. Elle sourit en parcourant la liste. Elle ne se sentait pas écrasée par une montagne de choses à faire, mais plutôt guidée par une constellation d'étoiles polaires personnelles. C'était une carte, mais une carte souple, dont les chemins pouvaient être détournés, comme les chenaux d'eau dans les marais. L'important n'était pas d'arriver à un point précis à une date donnée, mais de rester en mouvement, curieuse et ouverte. Elle referma le carnet et l'ouvrit à une page blanche. Elle prit son stylo et écrivit, en guise de conclusion à cette journée. 1er janvier. Vent froid, marais infinis, chocolat chaud, pain chaud. Moustache ronronne. Le moulin soupire dans la nuit. Je suis ici. C'est tout, et c'est immense. L'année peut commencer. Elle éteignit la dernière bougie, ne laissant que la lampe de sel. Dans la pénombre chaude, Moustache sauta sur ses genoux. Il tourna plusieurs fois sur lui-même, patinant sur le velours du plaid, avant de s'effondrer finalement en un tas dense et lourd, le menton posé sur sa cuisse. Son ronronnement, profond et régulier, emplissait le silence. Dehors, le vent s'était presque entièrement tu. Seul un léger murmure passait parfois entre les briques du vieux moulin, un souffle à peine audible, comme le dernier soupir du jour. De sa place sur le canapé, Lot pouvait voir, par la fenêtre du haut, une unique étoile très brillante qui perçait l'obscurité, scintillant d'un éclat froid et pur. Elle posa une main sur le flanc de Moustache, sentant sous ses doigts le doux roulement de sa respiration et la vibration apaisante du ronron. Elle ferma les yeux. Les images de la journée défilèrent dans son esprit, lentement, comme un film muet, l'immensité grise des marais, la lumière froide sur la glace des canaux, le goût riche du chocolat, la solidité rugueuse du bois du poste d'observation sous ses mains, la chaleur du pain dans son sac, le sourire de Madame de Smet. Elle repensa à ses intentions, non pas comme des devoirs, mais comme des invitations. Des invitations à vivre plus profondément, à explorer, à s'enraciner dans ce nouveau chez-soi. Un sentiment profond et tranquille de gratitude l'envahit, chaud comme le chocolat qu'elle avait bu plus tôt. Gratitude pour ce toit singulier, pour ce compagnon silencieux, pour cette journée de calme inaugurale, pour cette terre d'accueil qu'elle apprenait pas à pas. La nouvelle année s'étendait devant elle,
vaste et mystérieuse comme les prés salés à marée basse, pleine de chemins secrets, de vie cachée, de beauté sauvage à découvrir, de moments de lumière et peut-être de brume à traverser. Elle n'avait pas besoin de tout connaître aujourd'hui, de tout parcourir. Le simple fait d'être là, dans la quiétude protectrice de son moulin belge, bercé par le ronronnement de son chat, le cœur léger et l'esprit en paix, était un commencement plus que parfait. Sa propre respiration ralentie s'accorda peu à peu au rythme régulier et apaisant de celle de Moustache. Les dernières pensées conscientes, les derniers fragments de la journée s'estompèrent, remplacés par un doux sentiment de flottaison, de dissolution dans le bien-être du moment. Le premier jour de l'année s'achevait ainsi, dans une douceur absolue, sans fanfare, dans l'intimité d'un foyer qui était désormais le sien. Et Lot, enfin, totalement détendu et en sécurité, se laissa glisser sans résistance dans un sommeil profond, réparateur et plein de promesses, prêt à rêver, paisiblement, aux 12 mois à venir. Et Lot, enfin, totalement détendu et en sécurité, se laissa glisser sans résistance dans les premiers limbes du sommeil. Le monde extérieur commença à s'estomper doucement, comme une aquarelle sur laquelle on passerait un pinceau humide. Le ronronnement de Moustache n'était plus un son distinct, mais une vibration fondamentale, un bourdonnement apaisant qui semblait faire trembler l'air lui-même, se confondant avec le poulant et profond qu'elle sentait dans ses propres veines. Les derniers soupirs du vent autour des briques du moulin n'étaient plus que des murmures lointains, des chuchotements de la nuit qui berçaient la tour endormie. Dans cet état de douce dissolution, elle ne pensait plus. Elle était simplement un point de conscience flottant dans une mer de sensations paisibles. Le poids chaud et vivant de Moustache sur ses cuisses était une encre tangible, un lien doux à la réalité. La chaleur du plaid en laine était un cocon parfait, emprisonnant la chaleur de son corps. L'odeur résiduelle des bougies à la vanille de Madagascar avait perdu sa note sucrée initiale pour devenir une senteur plus profonde, plus musquée, mêlée au parfum ancestral du chêne des poutres, à la minéralité froide de la pierre, et à cette pointe indéfinissable de sel marin qui imprégnait tout Ascara. C'était le parfum unique de son sanctuaire, l'essence même de son port d'attache. Sa main, qui reposait depuis un moment sur le flanc doux et soyeux de Moustache, perdit toute intentionnalité. Les doigts, un instant auparavant vaguement conscients de la texture de la fourrure, s'enfoncèrent dans une relaxation complète. Ils n'étaient plus des outils, mais des extensions inertes et paisibles de son corps au repos. Ses épaules, qui avaient porté les tensions de l'année passée et l'excitation légère du renouveau, s'affaissèrent complètement, tirées vers le bas par une gravité bienfaisante, comme si les coussins du canapé en velours les absorbaient, les engloutissaient dans leur moelleuse infinie. Sa mâchoire, qu'elle ne savait même pas serrer, se desserra lentement, laissant un minuscule espace entre ses dents. Sa langue, qui s'était naturellement collée à son palais, se détacha et se posa, molle et reposée, au fond de sa bouche. Un dernier, long, profond et parfaitement silencieux soupir s'échappa de ses poumons. Ce n'était pas un bruit, mais une sensation, la sensation de lâcher le tout dernier atome d'effort, de rendre le contrôle. Son front se lissa, les derniers plis de concentration ou de pensée s'évaporant. Et puis,
Il n'y eut plus que le noir doux, chaud et accueillant, et le rythme hypnotique du ronron qui, lui aussi, commença à s'espacer, à ralentir, à se fondre dans le silence grandissant. Et maintenant, à vous, qui écoutez, alors que l'hôte sombre dans un sommeil profond et réparateur dans la tour de son moulin, laissez cette sensation de paix achevée, de mission accomplie, de foyer trouvé, se répandre dans tout votre être. Vous êtes, vous aussi, dans votre sanctuaire personnel. Peut-être êtes-vous allongé dans votre lit, les couvertures douces alourdies sur vous. Peut-être êtes-vous enfoui dans un canapé moelleux. Où que vous soyez, c'est l'endroit parfait pour ce moment de complète détente. Nous allons maintenant accompagner doucement votre corps et votre esprit vers un état de relaxation aussi profond que celui de l'hôte. Suivez simplement ma voix, sans effort. Laissez les mots glisser sur vous, comme une caresse. Commencez par prendre une conscience large et bienveillante de votre corps tout entier. Sentez sa présence étendue sur la surface qui le supporte. Remarquez les points de contact, le dos contre le matelas, les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos, les omoplates, les épaules, les bras, les mains, l'arrière du crâne. Sentez comme chacun de ces points s'enfonce un peu plus, se fond un peu plus dans le support, libéré du poids de la gravité. Votre corps devient extrêmement lourd, pesant, comme s'il était fait de plomb doux et chaud. Laissez cette lourdeur bienfaisante vous envahir de la tête aux pieds. Maintenant, portez votre attention sur vos pieds. Sentez les orteils, un à un. Imaginez une douce chaleur qui naîtrait sous la voûte plantaire, une chaleur apaisante, comme si vous posiez vos pieds sur des galets tièdes chauffés par un soleil d'été doux. Cette chaleur commence à se diffuser. Elle remonte lentement le long de vos chevilles, détendant chaque muscle, chaque tendon. Elle enveloppe vos mollets, les rendant mous et souples. Elle atteint vos genoux, faisant disparaître toute raideur. Elle monte le long de vos cuisses, lourde et chaude. La chaleur se répand maintenant dans votre bassin, votre abdomen, votre bas du dos. C'est comme si vous étiez allongé sur un lit de sable chaud qui épouse parfaitement toutes les courbes de votre corps. La vague de chaleur et de lourdeur se propage maintenant à votre torse. Elle enveloppe votre poitrine, votre cœur. Sentez votre respiration devenir plus ample, plus facile dans cette cage thoracique détendue. La chaleur atteint le haut de votre dos, entre vos omoplates, libérant les dernières tensions qui aiment à s'y loger. Elle descend le long de vos bras, de vos épaules à vos coudes, puis à vos avant-bras, et enfin jusqu'au bout de vos doigts. Sentez vos doigts devenir chauds, légèrement fourmillants, parfaitement inertes. Ils n'ont plus besoin de tenir, de saisir, de faire quoi que ce soit. Ils se reposent. La chaleur monte maintenant le long de votre cou. Elle détend les muscles de votre nuque, si souvent tendus par le stress ou la concentration. Elle s'infiltre à la base de votre crâne, apportant une sensation de douceur profonde. Elle atteint votre visage. Sentez votre mâchoire devenir molle, lourde. Vos lèvres sont légèrement entr'ouvertes. Vos joues se relâchent. Les petits muscles autour de vos yeux se détendent complètement. Vos paupières sont si lourdes qu'elles n'ont plus aucune envie de s'ouvrir. Elles sont douces, paisibles, fermées sur un monde intérieur de calme. Votre front est lisse,
complètement déplissé. Toute l'expression de votre visage est celle du repos absolu. Maintenant, portez votre attention sur votre respiration. Ne la changez pas, observez-la simplement. Elle s'est naturellement ralentie, approfondie. Sentez l'air frais et doux qui entre par vos narines. Il descend dans vos poumons détendus, apportant de l'oxygène à chaque cellule apaisée. Puis, sans effort, il ressort, plus chaud, emportant avec lui les derniers restes de tension, de préoccupation, de pensée active. Inspirez paisiblement. Expirez en laissant aller. À chaque expiration, sentez-vous devenir un peu plus lourd, un peu plus chaud, un peu plus profondément ancré dans cet état de repos. Visualisez maintenant l'image du moulin de Lot dans la nuit. Il est silencieux, majestueux, ses ailes immobiles pointant vers les étoiles. Une seule fenêtre, en haut, était faiblement éclairée par la lampe de sel, mais maintenant, cette lumière s'éteint doucement elle aussi. Le moulin est entièrement plongé dans la paix de la nuit. À l'intérieur, Lot et Moustache dorment, parfaitement immobiles. Leur sommeil est contagieux. Laissez cette image de tranquillité parfaite, de sécurité absolue, s'imprimer dans votre esprit. C'est un havre, et vous y avez votre place. Il est temps de laisser aller complètement. Lâchez prise sur les dernières pensées qui pourraient flotter. Elles sont comme des feuilles mortes à la surface d'un étang très calme. Laissez-les simplement dériver, sans les suivre. Laissez l'étang de votre conscience devenir parfaitement immobile, lisse comme un miroir noir. Votre corps n'est plus qu'une forme lourde et chaude, parfaitement soutenue. Votre respiration est un mouvement automatique, doux et régulier, comme le flux et le reflux très lent des marées dans les marais endormis. Votre esprit est calme, vide de soucis, ouvert seulement à la sensation de paix. Il n'y a plus d'histoire à suivre, plus de mots à comprendre. Juste cette sensation d'être, simplement être, en sécurité, en paix, profondément détendu. Le silence autour de vous n'est pas un vide, mais une présence douce. Il vous enveloppe. Vous êtes à la lisière du sommeil. Laissez-vous glisser. La transition est douce, naturelle, inévitable. Comme Lot qui a laissé le ronronnement la guider, laissez cette sensation de lourdeur et de chaleur vous conduire vers les profondeurs. Le sommeil vous attend. Il n'est pas un ennemi à conquérir, mais un ami qui ouvre ses bras. Un sommeil profond, réparateur, sans rêves agités, ou peuplé de paisibles images de marais infinis, de ciel immense et du ronronnement constant d'un chat bienheureux. Lâchez prise. Tout va bien. Tout est en place. La nuit vous protège. Dors bien, profondément, paisiblement.